Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de cette conférence est enregistré. Pour le moment, les participants sont en mode écoute. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, appuyez sur étoile 0. Pour les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien, servez-vous de la boîte de dialogue. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Lindsay Yarrow. Bonjour à tous et bienvenue à notre dernier webinaire du programme Momentum. Je suis Lindsay Yarrow et je suis responsable principale de l'amélioration pour l'équipe des défis Momentum et l'animatrice du webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur des territoires habités par les peuples autochtones depuis le début des temps. Je suis moi à Kingston, en Ontario aujourd'hui, qui est le territoire ancestral et non cédé des Anishinaabeg et Haudenosaunee. Nous reconnaissons et apprécions énormément leur lien historique à cet endroit et l'occasion de nous y rassembler aujourd'hui. À la FCISS, nous continuons d'apprendre et nous sommes engagés à améliorer nos activités dans l'intérêt de l'ensemble des Canadiens. Nous souhaitons commencer par vous remercier et reconnaître tout ce que vous faites pendant ces moments difficiles. Et nous sommes heureux que vous ayez pris le temps d'être avec nous, que ce soit pour l'événement en direct ou alors en différé. N'hésitez pas à vous servir de la boîte de dialogue en bas à droite de votre écran pour vous présenter votre organisme et d'où vous vous joignez à nous aujourd'hui. Alors, nous sommes très heureux d'offrir ce webinaire en anglais et en français. Si vous souhaitez écouter l'audio en français, veillez à appeler le numéro de téléphone correspondant au français. Pour l'anglais, vous devez également composer un numéro de téléphone. Vous pouvez ainsi poser des questions de vive voix. Nous allons poser des questions au fil de ce webinaire. Nous sommes un petit groupe dans ce programme Momentum. Alors, n'hésitez pas à intervenir lorsque nous vous poserons les questions. Vous n'avez qu'à appuyer sur étoile 1 sur le clavier de votre téléphone et nous pourrons répondre à votre question de vive voix. À la toute fin, nous allons aussi avoir une période de questions et notre équipe formidable de webinaires a activé la portion vidéo de sorte que vous puissiez vous voir. C'est facultatif, cela dit, pendant cette période de questions, on vous invite à allumer votre caméra. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je présente nos conférenciers. Aujourd'hui, le Dr. Jennifer Zellmer, présidente et chef de la direction de la FCISS, ici à Ottawa, qui sera des nôtres pour célébrer vos réussites et annoncer les lauréats. Alors, je vois déjà Jennifer à l'écran. Bonjour, Jennifer. Nous sommes également accompagnés de Jason Gertz, qui est directeur du Collège canadien des leaders en santé. Jason enseigne également à la FCISS. Vous l'aurez vu dans des webinaires antérieurs de Momentum, et donc il parlera de résilience dans le contexte actuel. Que cela signifie-t-il dans la pandémie actuelle? Et également Laura Lennox, qui est responsable adjointe de l'innovation et de l'évaluation à Imperial College London. Nous sommes également accompagnés de Laura Beck qui parlera des ressources disponibles à la FCSS pour que vous puissiez continuer de diffuser, de mettre à l'échelle vos travaux au-delà de ce programme. Et évidemment, nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous. Je vois beaucoup d'équipes et de noms qui me sont familiers et j'en suis très heureuse. Merci de vous présenter. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à faire défiler mes diapositives. Alors, vous allez également voir nos collègues de l'équipe des défis de l'innovation, Neil Dreimer, Sabrina Khan et Émilie Lalonde. Vous pouvez leur adresser des questions. Alors, les objectifs du webinaire d'aujourd'hui sont de nous renseigner davantage sur les résultats du défi Momentum. Nous allons présenter les lauréats du prix global du défi. Nous souhaitons également parler des patients touchés par le programme. D'ailleurs, si vous avez des renseignements à cet effet, saisissez-les dans la boîte de dialogue. Nous entendrons parler aussi de résilience avec le Dr. Gertz et Laura Lennox elle parlera des
prochaines étapes, c'est-à-dire la pérennisation et la diffusion. Alors, j'espère que nous aurons un webinaire très productif et de nouveau, nous sommes un petit groupe. Alors, n'hésitez pas à participer. Avant de céder la parole à Jennifer Zellmer, je souhaitais prendre un petit moment pour souligner où nous en sommes le long de notre cheminement au Momentum. C'est un programme de 12 mois, mais en raison de la pandémie, nous avons commencé le programme il y a un peu plus de 12 mois. Et nous avons, au printemps, reporté l'échéance des données finales à l'automne en raison de la pandémie. Alors, c'est un bon moment s'est écoulé depuis notre dernier webinaire. Cela dit, nous avons pris contact avec vous et nous savons comment vous avez continué de faire évoluer vos travaux. Et d'ailleurs, nous souhaitons vous remercier pour tout ce que vous avez fait, ce que vous continuez de faire pour encourager la prestation de soins de grande qualité au Canada. Merci. Sur ce, je suis heureuse de céder la parole à Jennifer Zellmer pour qu'elle nous présente des renseignements additionnels, dont les prix. À vous, Jennifer. Alors, désolée, je crois que vous êtes en sourdine, Jennifer. Un de ces jours, je n'oublierai pas. Désolée. Alors, je souhaitais simplement insister sur les remerciements de Lindsay et vous faire part aussi de mes propres remerciements. Je suis très heureuse de voir que vous êtes si nombreux aujourd'hui, très heureuse que vous soyez des nôtres pour cette célébration. Et c'est une célébration car nous avons eu un grand privilège, celui de travailler côte à côte avec chacun d'entre vous. Et surtout, vous avez fait un travail formidable pour améliorer les soins, surtout en des moments comme ceux-ci. Nous n'avons jamais encore connu une période comme celle-ci, mais nous n'avons non plus jamais vu pourquoi concrètement la résilience est importante, la responsabilité que nous avons d'innover et de mobiliser. Alors, un merci du fond du cœur à vous tous pour tout ce que vous avez fait en vue de pérenniser et de diffuser vos améliorations. Alors, vous vous rappelez peut-être que nous avons lancé ce programme au mois d'avril 2019 dans le cadre d'une stratégie visant à pérenniser l'adoption rapide d'améliorations grâce à la diffusion et la mise à l'essai. Nous avons beaucoup de chance de travailler avec une équipe de Connected Medicine, de Inspired et du groupe du Nouveau-Brunswick pour l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Chacun de ces groupes a facilité la tâche, entre autres, aux prestataires de soins primaires, en améliorant les soins aux personnes atteintes d'une maladie pulmonaire par l'entremise de Inspired, ou alors l'utilisation des antipsychotiques, utilisation appropriée des antipsychotiques pour la démence au Nouveau-Brunswick. Alors, merci de continuer de travailler avec nous depuis 12 mois par l'entremise du programme Momentum pour que l'on puisse ensemble continuer sur notre aire d'aller. Mais à présent, on veut certainement nous pencher sur la pérennisation et la mise à l'échelle en vue d'élargir l'amélioration à un plus grand public. Merci et félicitations d'avoir achevé le programme. Je sais que vous avez eu parfois quelques difficultés, mais nous sommes ici pour célébrer vos réussites et vous allez recevoir des certificats pour reconnaître votre participation au fil des semaines à venir. D'ailleurs, à cet effet, je souhaite reconnaître que 100% des équipes participantes qui ont déclaré leurs résultats montrent des résultats pérennes. N'est-ce pas formidable, en dépit des circonstances si difficiles? Et ensemble, nous avons pu aussi améliorer la vie de 15 000 patients. Alors, si nous étions ensemble, je demanderais un roulement de tambour parce que nous sommes sur le point de dévoiler les lauréats de notre prix, le prix global, et nous voulons aussi célébrer la résilience des équipes qui ont réussi à pérenniser leurs résultats. Alors, nous souhaitons souligner
les gagnants du prix global, dans ces moments de pandémie, il a été très important de se pencher sur le virtuel. Le virtuel nous a permis de continuer d'offrir des soins essentiels tout en réduisant le besoin pour des déplacements et les rendez-vous en personne. Alors, félicitations aux équipes de Alberta Health Services, zone de Calgary, Université du Québec en Outaouais et de Nine Circles Community Health Center. Alors, je vous applaudis. Je sais que vous vous joignez à moi depuis chez vous. Alors, félicitations à ces équipes. Je souhaite également souligner les travaux des gagnants des prix de 10 000 du réseau Santé Horizon, Inspired, de Santé Île-du-Prince-Édouard, également dans le cadre du projet collaboratif Inspired, et les résidences MGR Chiasson dans le cadre de l'utilisation appropriée des antipsychotiques, c'est-à-dire les soins centrés sur la personne pour les patients atteints de démence. Et enfin, les derniers mais non les moindres, les gagnants du prix de 5 000 $, c'est-à-dire Alberta Health Services, zone d'Edmonton, pour le groupe Inspired. Nous avons eu l'occasion de travailler avec toutes ces équipes et ce fut un grand privilège. Je sais que ces ressources seront mises à contribution pour que vous puissiez continuer d'améliorer les soins et d'élargir la portée de ces améliorations. Et nous avons eu ce grand honneur de travailler à vos côtés. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans la mise à l'échelle de vos projets. Merci infiniment. De retour à vous, Lindsay. Merci, Jennifer, et félicitations à toutes nos équipes. Et d'ailleurs, comme Jennifer le disait, on a vu des résultats instantanés, c'est-à-dire que 100% des équipes qui ont présenté des données ont maintenu leurs résultats. Et ensemble, elles ont touché plus de 15 000 patients. Alors, félicitations à toutes les équipes participantes. Quel travail formidable. Alors, à présent, j'aimerais céder la parole à notre enseignant, le Dr Jason Gertz, qui nous parlera de résilience dans vos travaux et dans le contexte de la pandémie actuelle. Chacune des personnes participant à ce webinaire a une expérience et une expertise dans ce domaine. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos idées, votre rétroaction dans la boîte de dialogue. Et d'ailleurs, je suis certaine que le Dr Gertz répondra à vos questions à la fin de son exposé si jamais vous souhaitez poser ces questions de vive voix au téléphone. Bonjour, vous m'entendez? Formidable. C'est une occasion formidable car il y a 2 semaines, Jennifer Zellmer et moi avons un rôle inversé, c'est-à-dire que j'étais l'animateur et c'est elle qui était la conférencière invitée. Étant donné l'expérience dont vous avez fait preuve avant les défis Momentum, je pense que cette occasion est formidable pour nous tous en tant que professionnels de la santé de se réunir et de partager, d'apprendre les uns des autres. Alors quel honneur pour moi d'être ici. Je travaille avec Lindsay, Sabrina et Laura Lennox aussi, Lennox qui me suivront. Alors ce que j'aimerais passer les 10 à 15 prochaines minutes à vous présenter, c'est ce que vous avez réalisé dans le contexte de ce que j'ai fait depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire aider les dirigeants en santé en étudiant le leadership en temps de crise dans une capacité universitaire, mais surtout en consultant les dirigeants de partout dans le monde. Alors, le type de résilience, bon, on sait que c'est plus que ça, mais lorsqu'on entend parler de résilience, très souvent, les gens se servent de cette expression pour décrire une attitude de dur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui résiste à des coups durs. C'est un aspect de la résilience. Mais il ne s'agit pas d'être un boxeur qui n'arrive pas à esquiver les coups. Ce que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est que il y a d'autres aspects à la résilience. Je cite des articles ici qui sont très connus. Vous pouvez aussi faire une recherche Google sur Why Some People Burn Out and Some Others Don't, de HBR. Alors, certaines équipes très résilientes, souvent, arrivent à se préparer à l'adversité. On ne peut pas être résilient si on présente au travail et qu'on est toujours pris de court, qu'on prend les coups, qu'on encaisse les coups sans essayer de les anticiper. Ce n'est pas l'objectif. Alors, cette idée que nous sommes
tous devenus résilients parce que nous avons survécu ces derniers mois ensemble. Et d'ailleurs, bien que ça a été difficile, je vous dirais que j'ai constaté des exemples formidables de gens qui se sont rassemblés, qui n'ont pas baissé les bras, car ils souhaitaient s'entraider, aider les patients, aider leurs familles, pour lesquels on veut offrir des soins de grande qualité. Alors, on se dit, on l'a fait une fois, maintenant comment essayer de prédire ce qui pourrait se produire à l'avenir? Comment se préparer à anticiper les coûts de sorte que l'on soit plus préparé en cas d'adversité? Et à ce moment-là, ensuite, il s'agit de surmonter la tempête et de reprendre le dessus. Alors, certains d'entre nous sommes de retour au travail dans une capacité d'urgence, si on veut, ou alors certains d'entre nous avons noué avec des pratiques antérieures à la pandémie. Malgré tout, c'est un bon moment pour nous de prendre du recul et de nous demander, bon, que se passera-t-il si les choses changent? Comment allons-nous nous réajuster? Quels sont nos projets et comment se préparer en cas de difficulté? Alors, l'ayant vécu, je pense qu'il y a 3 applications importantes à la résilience. On est résilient si on a vécu une chose. Par exemple, vous étiez au travail, il y a une panne de courant électrique. Si le courant électrique est de nouveau coupé la deuxième fois, vous serez mieux préparé. Par ailleurs, vous avez en place des plans de contingence et vous avez une expérience de sorte que vous êtes capable d'éclairer votre comportement à l'avenir. C'est sur quoi je souhaite insister. C'est que, disons que la panne de courant ne se reproduit plus jamais parce que nous avons un meilleur système, un meilleur réseau. Eh bien, je souhaite insister sur le fait qu'il est important de réfléchir à ces difficultés parce que c'est un changement d'état d'esprit. Dans le passé, les organismes disaient « voici comment on fait les choses ». Le docteur Naylor parlait de ça comme des temps en syndrome, c'est-à-dire qu'on manquait d'ouverture d'esprit en raison de ce carcan qu'on s'était créé. Alors maintenant, nous avons un nouvel état d'esprit qui touche toute la planète d'ailleurs, c'est-à-dire que personne n'a toutes les réponses pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Quelles sont nos priorités? Et par ailleurs, en devenant résilient, en ayant survécu à ces 7 derniers mois, qu'a-t-on développé sur le plan de nos capacités, c'est-à-dire la capacité d'adaptation, la possibilité de s'entraider, d'être agile? C'est le genre de choses qui est très utile à l'avenir, en partie parce que j'ai l'impression que les choses vont s'empirer avant de s'améliorer et nous allons devoir vivre avec ce virus pendant longtemps. Alors, tandis que nous tâchons de survivre à cette crise et que nous anticipons les prochaines difficultés, on peut devenir de meilleurs dirigeants, une meilleure communauté de dirigeants en raison du fait qu'on réfléchit au fait que nous sommes plus agiles qu'il y a un an parce que c'est venu par la force des choses. Malgré tout, c'est une grande réalisation qu'on peut mettre à profit. Alors, une bonne partie de mes recherches fait l'objet d'un examen par un comité de lecture. On a envoyé un article avec 13 co-auteurs à un grand journal médical, des gens qui ont une expérience universitaire d'épidémiologie, de médecine, sur l'étape 3 d'une crise. L'étape 2, c'est l'urgence, c'est-à-dire vous êtes devant cette urgence avec laquelle vous êtes aux prises. L'étape 3, c'est ce dont on parle après la crise elle-même. Vous savez, après un ouragan, par exemple, vous êtes sur une progression linéaire vers la résolution, mais c'est épineux c'est délicat pour les dirigeants. Vous êtes derrière, ou plutôt l'urgence est derrière vous, vous êtes dans cette étape intérimaire, mais on n'est quand même pas dans une progression linéaire vers la résolution. Va-t-on reconfiner demain ou non? Tout le monde est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est donc difficile pour les dirigeants de motiver leurs équipes. Alors, les priorités concurrentes, c'est, bon, il faut offrir les activités conventionnelles dans la mesure du possible, mais il faut se préparer au retour à l'étape d'urgence. Alors, comment s'est-on tiré d'affaire la première fois? Comment peut-on renforcer notre résilience? Mais on ne peut pas tout simplement prémunir des coûts. Non, il faut se préparer à l'avenir pour 2 raisons. Primo, ce programme, les réalisations que vous avez faites sont formidables.
15 000 patients qui en ont tiré parti, c'est formidable. Alors, on a fait beaucoup en 7 mois et il faut le célébrer, le pérenniser comme vous le faites et il faut partager ce savoir pour que d'autres puissent en bénéficier. Et deuxièmement, sur le plan de la santé mentale, personne ne peut rester dans cet état d'angoisse indéfiniment. C'est catastrophique. Donc, il faut motiver nos troupes. C'est la raison pour laquelle il faut faire cela. Comme je le disais, ça n'est pas facile. C'est difficile de motiver les gens. Jennifer Zellmer en parlait la fois dernière quand on a parlé du fait que les gens dans la position de repli aient la stabilité, la prévisibilité. Alors, plus les gens dépendent d'une routine, d'une stabilité, plus c'est dur. Non seulement parce que c'est incertain, mais parce que ce n'est pas comme une gastro, c'est-à-dire c'est épouvantable, puis après on se remet. Non, il y a des hauts et des bas, c'est imprévisible. Mais il y aura très certainement un retour à un état d'urgence. Par exemple, moi, je vis très près du Fairmont à Ottawa, qui est ouvert pour le moment, mais qui sait, peut-être que cet hôtel devra fermer dans les semaines à venir et malheureusement mettre tout son personnel à pied. Peut-être qu'il sera rouvert très peu de temps après. Alors, ces fluctuations sont un vrai problème pour les dirigeants, mais ils présentent aussi une opportunité extraordinaire. Entre autres, les gens aussi brillants que Jennifer Zellmer n'ont pas toutes les réponses, ce qui signifie que le leadership doit être distribué. Parce qu'on ne peut pas exclusivement avoir un leadership qui vient d'en haut, parce que les dirigeants les plus compétents ne sont pas sûrs. Alors, il faut distribuer le leadership. Et puisque c'est une urgence, on n'a pas pu faire les vérifications et les contre-vérifications avec tous les échelons de l'organisme. Il a fallu se faire confiance et accepter que chacun devra mettre la main à la pâte et qu'on devra accepter la créativité et l'innovation de chacun. Et ça a donné lieu à des solutions brillantes, ce qui signifie que les chaînes de commandement ont été un peu éclatées. Alors, non seulement faut-il avoir un leadership distribué, une résilience, mais aussi il faut avoir une bonne capacité d'adaptation. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes mieux outillés en raison de cette pandémie, même si c'est usant, on en convient. Alors, la troisième étape. Il existe 10 choses essentielles pour réussir, dont une chose que je souhaite mettre en exergue. La troisième étape, alors, une des 10 choses essentielles que je souhaitais mettre en exergue, c'est que tout de suite après un état d'urgence, on peut remettre en question ses priorités sur le plan stratégique. C'est-à-dire qu'un grand nombre des impératifs stratégiques ont été mis de côté pendant la période d'urgence. Et l'étape 3, bien qu'elle soit stressante, que l'on fasse de son mieux pour garder la tête hors de l'eau, c'est la possibilité de prendre un peu de recul et de se demander quel a été le résultat du fait qu'on s'est recroquevillé sur le travail essentiel. Est-ce qu'on peut se demander si nos priorités ont toujours lieu d'être? Faudrait-il, par exemple, les redéfinir en fonction des valeurs clés qui nous ont unis dans cette période difficile et qui sont ce que l'on veut présenter comme image au monde? Alors, c'est la possibilité de se dire, bon, oui, on aurait pu le faire dans une salle de réunion il y a un an, mais ça n'aurait pas été aussi efficace que maintenant, étant donné ce qu'on a vécu. Alors, il y a 2 autres possibilités. On a eu l'occasion de parler de priorité, mais aussi le virtuel. Quelles innovations se sont produites qui ne se seraient jamais produites ou alors ne seraient pas produites aussi rapidement sans la pandémie? Qu'est-ce qui devrait être pérennisé de sorte que l'on ne rebrousse pas chemin? On ne veut pas revenir aux anciennes méthodes si les choses se sont améliorées en raison de cette pandémie. Donc, par certains moyens, je souhaite mettre en exergue les processus et les programmes qui nous ont permis d'innover, mais aussi ce qu'on a appris, quelles sont les compétences que nous avons aiguisées, les moyens de travailler ensemble que l'on devrait également pérenniser. Et troisièmement, il existe de nouvelles collaborations au sein des organisations, entre les organisations, au sein de services d'organisation qui n'étaient jamais, qui ne s'étaient jamais produits dans le passé ou alors qui n'étaient pas aussi serrés.
Le secteur albertain du Collège canadien des leaders en santé a dit que ses relations avec le secteur autochtone s'est beaucoup améliorées en raison de la pandémie. Ça, je trouve que c'est formidable. On aimerait tirer parti de cela et partager de cette réussite partout au Canada. Comment la collaboration et les partenariats peuvent-ils être renforcés? Comment peuvent-ils démanteler notre pensée systémique? Maintenant qu'on comprend qu'on ne sait pas faire les choses nous-mêmes, à faire cavalier seul, ou alors que c'est préférable de partager avec les autres, ou alors des organisations avec lesquelles on n'a jamais travaillé, comment se tourner vers leur expertise, leurs ressources? Oui, il faut collaborer. Donc, bien que ce fût difficile, je sais, il y a eu énormément d'angoisse et de stress et d'incertitude, mais des choses brillantes sont sorties de cette pandémie et je pense qu'il faut les pérenniser. Je pense qu'il faut surtout les rappeler aux gens, surtout lorsque on est devant une situation difficile. Il faut célébrer les réussites qui se sont produites en raison de la pandémie. Je crois qu'il me reste environ 4 minutes, mais en plus des programmes que j'ai évoqués, qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous appris par rapport au travail ensemble? C'est-à-dire, par exemple, la fréquence à laquelle on se rencontre, les rôles de chacun, ou comment on a distribué le leadership. À un certain niveau, il a fallu trouver de nouveaux moyens de travailler ensemble dans le but d'être aussi efficace que possible, par des moyens qui, selon moi, selon toutes les organisations que j'ai consultées depuis 7 mois, sont bien différentes d'il y a un an. Ne pas pouvoir se rencontrer en personne, cela a certains aspects négatifs, mais étant donné qu'on n'a pas pu travailler ensemble, on a amélioré certaines choses. Par exemple, j'ai discuté à un professeur ami qui m'a dit, en raison de la pandémie, il n'a plus besoin de faire 1h30 de route tous les jours. Il a gagné 1h30 dans sa vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette heure et demie en plus tous les jours? Ou étant donné qu'on a moins de réunions, on se fait plus confiance, on travaille indépendamment. Comment ces aspects positifs peuvent-ils relever le rendement de l'équipe? Et ensuite, il a fallu mobiliser les gens différemment. Bon, je ne présume pas connaître vos organismes, mais comment avons-nous fait les choses différemment de sorte que l'on puisse être plus efficace quoi qu'il arrive dans les mois à venir? Et de nouveau, je pense qu'il est important de célébrer nos collègues. Ça a été dur, oui, mais on s'est réunis, on s'est rassemblés, on a fait preuve de solidarité, on a offert les services à nos patients, à nos familles, à notre famille. Et, comme je le disais, par bien des moyens, on a de meilleurs résultats grâce à cela. Alors, comment continuer cela à l'avenir? Dans le passé, on disait, voici comment on fait les choses. C'est la raison pour laquelle Blockbuster n'existe plus. Parce que les gens ne louent plus des films, que ce soit sur cassette ou sur DVD. Donc, Blockbuster est devenu désuet pour cette raison. Bien des organismes ont dit, bon, dans le passé, on faisait les choses comme ça, mais étant donné les gens que nous avons dans entre nos 4 murs, comment peut-on faire les choses différemment pour mettre à profit cette expertise? Comment peut-on inviter de nouvelles personnes à se joindre à l'équipe, de sorte que l'on soit un organisme plus résilient, plus efficace, plus adaptatif? Alors, je sais que c'est facile à dire, surtout lorsque les moments sont durs, il y a des niveaux de surmenage et d'épuisement qui sont très élevés. Alors, j'insiste, prenez une pause si vous en avez besoin, mais une fois que vous aurez eu cette pause, il est important d'y réfléchir, de se dire oui, il y a eu des difficultés, mais il y a eu des opportunités. Vous en êtes la preuve. Comme Jennifer Zellmer, vous êtes la preuve de la résilience de notre système de santé. Nous avons laissé pour des générations à venir un exemple des moyens par lesquels on peut agir de manière solidaire. Dans un instant, je vais céder la parole à Laura Lennox qui parlera de ressources et de stratégies particulières associées à la résilience. Mais je serai ici pour la période de questions. Avant de vous laisser, je souhaite de nouveau vous remercier pour tout votre travail et je souhaite féliciter le travail formidable que vous faites pour pérenniser ces travaux en dépit de ce qui se produit aujourd'hui. Merci et je cède la parole à Laura Lennox. Merci. Merci. J'espère que vous m'entendez. Alors, c'était formidable, Dr. Gates. C'était vraiment motivant. Et vous savez, c'est vrai, on a beaucoup à retenir de notre expérience.
Je vous appelle depuis le Royaume-Uni, depuis Londres plus précisément. Nous venons d'échapper de justesse à un deuxième confinement intégral. Alors j'espère que vous m'entendez parce que je sais qu'il y a des petites difficultés avec mes diapositives. Alors, comme je disais, on a de justesse évité un confinement complet de nouveau ici. Alors, je suis très heureuse de pouvoir aller au supermarché, ne serait-ce que pour faire quelques courses. Mais, vous savez, je suis très heureuse d'être parmi vous car vous faites un travail formidable. Je suis très heureuse de faire partie du corps enseignant et de voir le travail formidable que vous avez pu continuer et d'entendre que 100% des équipes qui ont envoyé des résultats ont des résultats pérennes. C'est formidable. Félicitations, c'est vraiment un résultat fracassant. Alors, ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui concerne ce que l'on peut faire, ce que l'on peut retenir de ce cheminement dans le but de faciliter votre pérennité et la pérennisation surtout de vos travaux. Alors, je vais passer en revue un certain nombre d'outils, mais avant d'entrer là-dedans, je voulais parler de votre situation actuelle. Est-ce que la pérennité est toujours importante? Il y a des moments où la pandémie vous a sans doute poussé à vous poser des questions sur la pérennité. Ça n'était sans doute pas votre priorité, car les organismes de soins de santé, dont le mien, sont devant des changements intenses. Alors, vous éteignez des feux et ça devient votre priorité. Et c'est dans l'ordre des choses. Mais nous savons qu'il y a énormément de défis à la pérennité. Un des plus importants concerne le fait d'avoir trop de priorités, pas suffisamment de temps. La première chose qu'on mettra de côté sera très certainement les changements les plus récents. Votre groupe s'adonne à ce travail depuis 1 an et il semble que ces actions, ces nouvelles mesures font partie de votre routine, ce qui est formidable. Par ailleurs, il y aura toujours des urgences. Il faudra réagir à de nouvelles initiatives, des urgences en permanence. Alors, il est important de parler de pérennité, car il ne faut pas évacuer tous les résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent. Vos interventions sont fondées sur des données probantes, de sorte qu'on sait qu'ils amélioreront les résultats. Ainsi, il est très important de vous rappeler que vous devez parler de variabilité, de gaspillage, mais aussi de considération éthique, c'est-à-dire, pouvez-vous renoncer à ces améliorations? Non, parce qu'il s'agit, par exemple, de pratiques exemplaires. Je sais que je prêche à des convertis parce que vous l'avez fait, mais sur le plan de la communication, si quelqu'un vous demande est-ce que la pérennité est importante, oui, il y a bien des arguments que vous pouvez invoquer pour leur montrer. Alors, si vous songez à une des premières séances que nous avons faites ensemble, j'ai montré cette image. C'était un moyen de voir la pérennité. Certains le voient comme une destination et d'autres le voient vraiment comme un cheminement, c'est-à-dire surmonter des défis en permanence afin d'avoir des progrès graduels. Alors, lorsque j'ai commencé à penser à présenter la pérennité dans le cadre de la pandémie actuelle, c'était utile pour moi de me rappeler. Lorsque j'ai commencé à étudier le domaine, j'ai aussi beaucoup pensé à la durabilité environnementale parce que la pérennité des améliorations en soins de santé et la durabilité de l'environnement se rejoignent à bien des égards. C'est dans l'intérêt de la population globale. Et ce que j'ai retenu du monde de l'écologie, c'est que la durabilité est une condition d'équilibre et d'interconnectivité. C'est-à-dire que vous devez constamment vous régénérer et assurer votre croissance. C'est le point de vue actuel que nous devons avoir pour pérenniser ces améliorations. On a toujours parlé de pérennité comme d'un processus continu de toute façon, et l'idée que vous devrez vous adapter, continuer de vous améliorer, a fait partie de toutes les discussions que nous avons eues dans le cadre de Momentum. Mais c'est encore plus important que jamais. Il faut que les équipes puissent anticiper l'évolution constante des conditions de leur environnement et qu'elles puissent se concentrer sur les moyens de
persévérer, de s'adapter par le perfectionnement continu et de continuer d'innover et d'évoluer vers de nouvelles configurations encore plus souhaitables. À mon avis, cela montre bien qu'il faut être agile et souple. C'est plus important que jamais. Toutes ces choses, l'une dans l'autre, sont tellement importantes que vous devrez vous rappeler de vous adapter et de continuer d'obtenir et de maintenir le soutien pour votre projet. Tout cela se représente dans la science de la pérennité. C'est ce qu'on appelle la résilience systémique. Donc, il y a des parallèles, effectivement, entre la pérennité et la résilience. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Où vous insérez-vous là-dedans? Alors, comme je le disais, c'est devenu de plus en plus important pour les équipes d'être réactives et de faire la promotion de la pérennité. Les équipes devront apprendre comment persévérer en dépit des difficultés. Et cela signifie que vous devrez être très souple, comme vous le savez. Vous l'êtes déjà. Vous avez sans doute dû marquer une pause pour réfléchir et pour vous adapter, pour reconfigurer vos méthodes de travail. Mais il faudra aussi sans doute beaucoup de créativité et de réflexion positive pour revenir à des initiatives qui ont été mises sur la glace en vous disant maintenant nous devons renouer avec ces bonnes idées, mais il faudra peut-être les adapter. Ou peut-être qu'il faudra redémarrer à zéro parce qu'on a tous oublié. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que parfois les pauses sont nécessaires plutôt que de tâcher de persévérer si cela est une charge trop grande pour les équipes. Mais il faut aussi trouver des moyens d'intégrer les initiatives aux travaux existants. Il faut minimiser l'effort. Pour ce faire, vous devrez utiliser beaucoup de stratégies, mobiliser des partenaires, évaluer vos progrès de manière systématique. Peut-être que vous pourrez demander des fonds et il faudra aussi penser à l'intégration de l'initiative au système. Je parlerai de mesures précises un peu plus tard, mais sur le plan des prochaines étapes, on recommande que vous utilisez les outils qu'on vous présentera. Alors, sur le plan des outils et des ressources, à l'origine, nous avons parlé d'outils et de ressources pour la pérennité au début de Momentum. Et nous savons que beaucoup d'outils et de ressources existent déjà. Ce que je veux vous présenter maintenant, ce sont les raisons pour lesquelles ils pourraient vous aider. Alors, nous savons qu'il existe au moins 62 modèles différents et ils ont tous des objectifs différents. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire? Reprévoir la pérennité? Est-ce que vous voulez faire une vérification? Que veut-on faire à partir de maintenant pour pérenniser nos activités? Est-ce que vous voulez davantage de conseils pour savoir comment orienter votre projet pour vous intégrer davantage aux routines quotidiennes, par exemple? Ou alors, est-ce que vous voulez évaluer? C'est-à-dire, est-ce qu'on a réussi à pérenniser nos activités? Est-ce que vous voulez évaluer de manière plus formelle? Les avantages d'un outil structuré pour cette mesure sont entre autres une plus grande mobilisation de vos parties prenantes. Ça vous permet aussi de faire connaître votre projet. Et ça peut continuer de sensibiliser les gens à l'effet que ce travail est fait et suivi, ce qui permet de mettre en exergue l'importance du travail. Vous pouvez aussi vous servir de ces ressources pour évaluer vos progrès et pour évaluer si vous arrivez à vos objectifs dans les échéances voulues et comment éclairer vos actions à venir. Alors ici, je présente la liste d'outils, de modèles pour l'évaluation, pour la planification. Évidemment, je ne vais pas passer cela en revue dans le détail. Sabrina Kahn m'a dit que les outils dont on parlera aujourd'hui seront disponibles dans les ressources qu'on vous remettra. En fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, un outil, un coffre à outils. En fait, je ne sais pas comment vous l'appelez, une plateforme peut-être, mais ces outils seront mis à votre disposition. Ainsi, je vous encourage à les consulter. Et c'est très important pour vous d'avoir ces ressources, tandis que vous réfléchirez à la pérennité de votre travaux, que vous ayez cette liste à portée de main. Alors, une des choses qu'on a faites, c'est de voir l'outil de réussite à long terme au tout début de votre cheminement en Momentum. Alors, je recommande maintenant de réfléchir à cet outil.
Est-ce que votre initiative fait partie de la routine? Ou alors, si ce n'est pas le cas, que devez-vous faire pour pérenniser vos méthodes dans le travail actuel? Peut-être servez-vous de l'outil à nouveau, l'outil de réussite à long terme. Alors, ressources de diffusion à présent. La diffusion vous intéresse sans doute maintenant que vous êtes arrivé à un moment si important de votre projet. La prochaine étape pour maintenir la cadence et pour assurer la pérennité est souvent la diffusion vers d'autres sites. Et en raison du fait qu'il s'agit de pratiques exemplaires, appuyées sur des données probantes, il est très important de les diffuser et de les mettre à l'échelle. Cela dit, ça pourrait être de plus en plus difficile de diffuser, mais après quelques conversations, d'ailleurs Jason Gertz et moi en avons parlé lors de notre dernier appel, mais étant donné l'interprétation actuelle du changement et l'ouverture à de nouvelles interventions pour améliorer les soins, peut-être que le moment arrive à point nommé d'amorcer cette conversation ou de chercher un terreau fertile pour diffuser votre travail. Alors, pour permettre cette diffusion, il existe un certain nombre d'outils. Je vous en présente 4 ici. Mais essentiellement, ce que l'on sait, c'est qu'il existe une gamme de facteurs importants pour la diffusion, des choses qui ne vous étonneront pas. Il vous faut une participation importante des parties prenantes, il faut la participation des dirigeants du site et vous devez aussi avoir un suivi efficace pour montrer que c'est utile, car ça permet d'améliorer l'adhésion. Une approche graduelle est également importante. Alors, je vous mets en garde lorsque vous pensez à la diffusion, parce qu'on a beaucoup d'initiatives de diffusion ici dans le cadre de mon travail au Royaume-Uni. Et ce qu'on constate, c'est que les gens essaient tout de suite de diffuser dans de grands organismes et souvent, les problèmes initiaux qu'on peut résoudre à petite échelle sont difficiles à résoudre à très grande échelle. Alors, une approche graduelle, une unité, un étage, d'un seul organisme, par exemple, d'un seul hôpital, est sans doute la meilleure méthode. Et également, l'adaptation de l'intervention. Il ne faut pas être trop attaché à la présentation originale du projet. Vous devez adapter l'initiative au contexte. Une chose très utile, un outil très utile à mon avis, est celui qu'on appelle le planificateur de la pérennité de QSSO. Alors, dans ce cas-ci, il y a 4 étapes pour la diffusion et je les mets en exergue ici. Ce qu'on ne fait pas cependant, c'est de ventiler l'initiative en question pour assurer la pérennité sur le long terme et l'adhésion également des parties prenantes. Sur le plan des conseils pour les prochaines étapes, j'espère que vous avez utilisé ces stratégies, ces actions pour les pérenniser, mais étant donné la situation actuelle, vous avez montré au moins 1 an de pérennité jusqu'à présent. Comment peut-on avancer pour faire face à tout roulement éventuel des membres du personnel? Bon, on sait que beaucoup de gens quittent, par exemple, leur hôpital, mais il peut y avoir un changement aussi des fonctions. Il y a des gens qui peuvent être soustraits d'une unité pour réagir de manière urgente à une autre unité. Mais si quelqu'un revient dans votre organisme ou votre équipe, comment l'initiative ou le travail leur est-il communiqué? Comment cela s'inscrit-il dans la formation? Comment vous alignez-vous sur les priorités et stratégies actuelles également? Comment pouvez-vous garantir que les patients seront en santé, en meilleure santé et sans doute moins aptes d'être à risque? Par exemple, si jamais il y avait une éclosion de COVID-19. Alors, veillez, si vous voulez, à aligner vos priorités et à adapter vos messages en fonction de ces priorités. Moi, j'ai déjà parlé d'adaptation, je ne vais pas m'éterniser, mais il faut certainement veiller à adapter les interventions au contexte local et aussi les inscrire dans les routines existantes. Par ailleurs, comment avez-vous réussi à inscrire
la mesure de votre projet? Quelles sont les choses que vous devez également examiner, c'est-à-dire comment réduire la charge de travail associée à votre projet? Quelles sont les mesures clés? Comme Jason Gears le disait, il y a peut-être des endroits où, par exemple, la collecte de données n'est pas très productive. Alors, comprendre comment adapter votre projet pour réduire la charge de travail. Et enfin, maintenir l'élan en faisant la promotion d'initiatives. Raconter des récits, les récits de réussite qui vous permettront de continuer. Et ma dernière diapositive, une des ressources que je recommande, est ce qu'on appelle les lignes directrices SQUIRE, c'est-à-dire Standards for Quality Improvement Reporting Excellence. Ça vous permet de raconter le récit de votre amélioration. Et pourquoi est-ce que j'estime que cette ressource serait importante à la fois pour la pérennité et la diffusion? Eh bien, parce que ça vous montre des preuves de l'impact. Vous pouvez présenter cela grâce aux données dont vous avez fait la collecte. Et ça permet aussi de contribuer à la mémoire collective, c'est-à-dire tout ce que nous avons appris collectivement. Comment veiller à ce que ça ne tombe pas dans l'oubli. Et c'est également quelque chose de concret qui permet aux gens de comprendre que leurs efforts ont porté fruit. Alors, c'est vraiment un outil de narration. Alors, voilà qui conclut pour moi. Merci de m'avoir invité au fil de cette année. J'ai été très heureuse de faire partie du défi Momentum. Je pense que vous avez fait un travail formidable. Merci, Laura et Jason. Vous nous avez donné beaucoup de matière à réflexion. J'espère que nous aurons des questions du groupe. Pour ceux d'entre vous qui souhaitez allumer votre caméra, nous vous invitons à le faire. Nous aimerions voir plus de visages. Alors, n'hésitez pas, si vous avez envie d'allumer votre caméra. Si ça ne vous embête pas, faites-le. Et nous allons maintenant vous céder la parole. Alors, avons-nous quelqu'un au téléphone ou quelqu'un dans la boîte de dialogue qui souhaite poser une question? La téléphoniste. Un rappel, appuyez sur étoile 1 pour poser une question sur le clavier de votre téléphone. Alors, tandis que les gens se préparent à poser des questions, je vais lancer le bal. Je me demande, Laura et Jason, à votre avis, au fil des 6 derniers mois, depuis la dernière rencontre de ce groupe, qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'avez-vous appris ou désappris par rapport à la pérennité que vous ne saviez pas au début de ce programme? Ou une chose qui a été rendue encore plus claire. Moi, j'ai été épatée par la vitesse à laquelle le changement peut se produire lorsque le besoin est urgent. Et l'adhésion et la volonté de mettre la main à la pâte parce que c'est dans l'intérêt du grand groupe. Une chose dont on parle beaucoup ici, c'est le déploiement des consultations virtuelles. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas fait depuis longtemps? Au Royaume-Uni, nous avons beaucoup de systèmes de prestations de ces rendez-vous virtuels et toutes sortes de limites qui sont, en fait, si vous voulez, des limites à la distribution virtuelle de ces plateformes, mais enfin, on a réussi à déboulonner certaines des difficultés. Cela dit, je crois que Jason Gears aurait quelque chose à dire. Alors, je crois que vous êtes en sourdine. Oui. Voilà. Ah, vous m'entendez. Bien. Le modèle de Laura, on en faisait la promotion avant la pandémie. Et je ne pense pas qu'on ait besoin d'assister là-dessus. Et la vitesse à laquelle les gens ont innové du jour au lendemain, oui. En fait, souvent les gens n'aiment pas le changement. Parce que les gens disent, même les dirigeants, vous savez, ils aiment bien la routine. Pensez à Barack Obama qui aimait bien porter le même costard tous les jours parce qu'il n'avait pas envie de prendre une décision par rapport à ce qu'il devait porter. Et ce qui m'a étonné, ce n'est pas les gens qui aiment l'innovation, c'est plutôt ceux qui résistent normalement. C'est eux qui m'ont le plus épaté.
formidable. Et je vois que certaines personnes saisissent des questions ou des observations dans la boîte de dialogue, alors je vais leur donner 1 ou 2 minutes de plus pour qu'ils terminent. Est-ce que vous pensez à des facteurs favorables ou des obstacles que vous n'auriez pas anticipés au départ? Alors, je me lance, si vous permettez. Oui, au sein de mon organisme, il y a certaines personnes qui ont réussi à anticiper la trajectoire de la pandémie un peu mieux que d'autres. Par exemple, on a prolongé la semaine de relâche de 2 semaines. Ainsi, les gens se sont réunis, ils ont suivi les règles pendant ces quelques semaines. D'autres personnes ont réussi à prédire que ce serait un état à plus long terme. Les obstacles étaient les personnes qui ne comprenaient pas que c'était le cas. Ça les a mis, si vous voulez, un peu en attente. Ils attendaient le retour à l'école, ils attendaient ce qui se passerait dans 2 semaines. Je ne pense pas que le coronavirus était au courant des échéances qu'on s'était fixées, tandis que les facteurs favorables, à mon avis, ce sont plutôt, les personnes qui se sont dites, et si ça ne disparaissait jamais, qu'est-ce qu'on ferait? C'était préférable que de mettre toute son énergie dans ces solutions à très brève échéance. C'est très difficile de sans arrêt reprendre là où on s'était laissé. Alors, c'est l'envers de la médaille, c'est-à-dire pouvoir anticiper la nature du virus et ainsi ce que l'on doit faire individuellement et collectivement, surtout du point de vue du leadership. Laura, avez-vous quelque chose à ajouter? J'essaie de réfléchir. Bon, sur le plan des obstacles, ça dépend un peu de ce qu'on pense, c'est-à-dire obstacle au changement. Enfin, je ne sais pas s'il y a un obstacle individuel, mais la chose la plus difficile pour nous, en tout cas dans notre planification et les équipes auxquelles j'ai parlé, c'est la capacité d'anticiper les échéances. Parce que nous, on disait, 3 mois, puis 6 mois, puis on a eu un bel été où les choses étaient plus ou moins normales. Les gens ont recommencé à recruter, à faire de la collecte de données. Il y avait des chirurgies non urgentes. Mais maintenant qu'on est de nouveau dans le même état d'urgence avec la deuxième vague, c'est éreintant. Les équipes sont épuisées. Alors, elles se demandent ce qu'elles doivent entreprendre sur le plan des projets parce qu'elles se sentent accaparées par la situation actuelle. Alors, je pense que ça a souligné la tension sous-jacente. C'est-à-dire que toutes nos conversations sont toujours précédées par cette mise en garde. Sait-on jamais, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir immédiat. Alors, c'est difficile de prendre des décisions sur le long terme. Ce que l'on peut faire, cependant, c'est continuer d'avancer un jour à la fois, faire ce que l'on fait bien, et ça semble être le cas pour les équipes de ce groupe, c'est-à-dire qu'elles ont de bons processus. Une autre chose que j'ai constatée d'ailleurs, c'est la communication. La communication est très importante en cas de crise, surtout une crise prolongée comme celle-ci. Et bien qu'on essaie de faire de notre mieux, je pense que le Premier ministre Trudeau fait un assez bon travail, mais beaucoup de gens trouvent que les messages sont contradictoires. Bon, c'est sûr qu'on sait plus de choses qu'au mois de mars. On en sait plus, mais si on voyait la chose comme une ligne qui représente 100%, on est loin des 100%. Alors, parfois, lorsque les renseignements sont contradictoires, les gens abandonnent. Ils disent, écoutez, c'est trop compliqué ou je m'y retrouve pas. Et il y a divers moyens par lesquels on abandonne. Mais lorsqu'on abandonne dans ce genre de situation, on peut se mettre à risque, mettre les autres à risque. Alors, ce qui est le plus important pour les dirigeants de santé, c'est d'isoler
l'information la plus importante et la communiquer, expliquer très clairement quoi faire et comment le faire. Vous savez, même des collègues disaient, bon, il y avait un article il y a 2 jours sur les informations de l'OMS et la communication du virus par le biais d'un téléphone, même ce qui ne correspond pas du tout à ce que nous a dit l'OMS. Alors, les gens sont découragés lorsque les messages ne sont pas cohérents. Donc, c'est important d'avoir une communication cohérente. Nous avons une question de Véronique de l'équipe Consulte au Québec. Elle dit, nous allons faire une implantation pan-québécoise de la consultation numérique. Je voudrais savoir quelle est la meilleure approche afin d'assurer l'implantation en grande échelle. Aussi, comment s'assurer qu'il n'y ait pas une contamination négative de l'implantation. Alors, dans les dernières minutes qui nous restent, je vous cède la parole, mais je vous encourage, dans la boîte de dialogue, de répondre vous aussi. Vous avez peut-être des réponses à donner à cette question. Pouvez-vous me rappeler, parce que je sais que la FCISS voit la diffusion et la mise à l'échelle différemment, mais la mise à l'échelle, est-ce que c'est à l'échelle nationale et la diffusion, c'est tout simplement au sein de l'organisation, par exemple? Enfin, je peux en parler, que ce soit d'une façon ou d'une autre, mais sur le plan enfin, la question est d'empêcher un conflit avec d'autres initiatives similaires si vous faites une mise à l'échelle pan-canadienne. Eh bien, c'est-à-dire que Véronique nous dit qu'elle veut implanter la consultation numérique à l'échelle du Québec et elle souhaite éviter toute conséquence négative de cette mise en œuvre. Eh bien, d'abord, il faut comprendre l'impact et le déploiement. Les conséquences inattendues sont souvent portées par le personnel, par l'effectif. Et je pense qu'en communiquant un plan clair, c'est-à-dire non seulement les tenants et aboutissants de l'intervention, mais comment on a appris à l'introduire et à l'offrir de manière cohérente, ce qui a bien fonctionné, comment ça a été fait, vraiment partager les leçons locales avec les futurs sites. Généralement, c'est très avantageux. Alors, on vous laisse 1 minute, Jason. Tout à fait, oui. Alors, comme Laura le dirait, dans toute la mesure du possible, même si c'est un programme standardisé que vous voulez déployer, une initiative standardisée, donnez aux gens le plus possible la possibilité de personnaliser l'outil, de l'adapter à leur contexte et essayer d'éviter le syndrome du projet pilote, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, on va le mettre de côté. L'innovation rapide comprend la possibilité que ce soit imparfait, qu'il faille l'ajuster. Mais comme quelqu'un disait dans la boîte de dialogue ici, si on peut simplement veiller à ce que les intentions soient bien comprises et qu'on ait la bonne attitude au départ, qu'on personnalise l'initiative et qu'on accepte qu'il faudra l'adapter, à mon avis, c'est un bon point de départ. Bien. Et je vois des suggestions qui nous proviennent dans la boîte de dialogue également. Alors, merci. Merci pour les questions. Un merci tout spécial à nos conférenciers, Jennifer Zellmer, Laura Lennox et Jason Gertz, toute l'équipe des défis Momentum, évidemment notre équipe de webinaire. Alors, je dois dire que ça a été un plaisir et un privilège de travailler avec vous dans le cadre des défis Momentum et au nom de l'équipe de la FCISS, je souhaite vous féliciter et vous remercier. Vous avez fait preuve de résilience et nous sommes heureux d'avoir été des nôtres, sachant que ça n'est pas terminé. Évidemment, vos projets vont durer au-delà de ce programme. La FCISS et ses enseignants sont toujours disponibles, alors n'hésitez pas si vous avez besoin de nous, si vous avez des questions par rapport à la diffusion, la mise à l'échelle, nous serons ici pour vous aider. Comme je le disais un peu plus tôt, il y a énormément de connaissances et d'expertise au sein du groupe des collègues qui ont participé au défi Momentum. Alors, n'hésitez pas à communiquer entre vous
pour partager vos apprentissages. Nous allons afficher notre sondage de rétroaction à l'écran. Alors, avant de nous quitter, s'il vous plaît, prenez un petit instant pour répondre à ces quelques questions. Merci, passez une excellente semaine.